Le prochain et nouveau conférencier, donc Gabriel Chardin, que j'accueille maintenant, est directeur de recherche au CNRS et a édité un livre au mois de mars cette année qui s'intitule « L'insoutenable gravité de l'univers ». Et vous voyez que c'est le titre de cette conférence. Alors c'est évidemment un sujet et un titre qui nous a beaucoup intrigués, en sachant que gravité et insoutenable était on dirait un oxymore intéressant à regarder. Alors, de quoi parle Gabriel Chardin? D'un des grands mystères aujourd'hui, un des plus grands mystères de l'univers, c'est, je dirais, matière noire, énergie sombre, qui comptent pour l'essentiel dans la masse de l'univers et qui sont aujourd'hui totalement invisibles, inconnus. Et toutes les expériences qui ont lieu aujourd'hui pour essayer de trouver ce que sont matière noire et énergie sombre, c'est pas dire échouent, mais ont des résultats nuls, négatifs. Alors, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? En tout cas, ils obligent à repenser notre idée du monde, et c'est le travail des physiciens. Et je dirais le travail des physiciens, c'est de s'interroger et de proposer. Et c'est un nouveau modèle d'univers que propose Gabriel Chardin. Ce n'est pas rien, un nouveau modèle d'univers, et surtout, il doit être confronté à l'expérimentation qui, à un moment donné, sera le coup près final de savoir si finalement l'idée est bonne ou pas. Donc vous en êtes les témoins aujourd'hui, c'est-à-dire écouter ce qu'un théoricien comme Gabriel Chardin peut proposer comme vision du monde, comme nouveau modèle de l'univers. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il signifie et en quoi est-il insoutenable? Je dirais juste pour terminer que Gabriel a aussi travaillé, et beaucoup travaillé sur la symétrie matière-antimatière, sur l'astronomie gamma, bon, évidemment la recherche de matière cachée, qu'il est l'auteur d'un certain nombre de livres qui ont marqué aussi le public en interrogeant sur des questions bon, comme matière et antimatière, mais aussi, moi j'avais beaucoup aimé, peut-on voyager dans le temps? Mais ça c'est un grand classique des discussions entre amis à l'heure du repas, et il est l'heure du repas. Merci d'accueillir Gabriel Chardin. Bonjour. Je vais donc, comme l'a indiqué Alain, vous parler un petit peu d'une part de la gravitation, mais aussi donc en particulier d'un modèle d'univers que j'ai développé. Et en fait, ça a commencé il y a une trentaine d'années avec des motivations assez différentes. Et donc, pour commencer, je voudrais parler d'affirmations qui, pendant très longtemps, ont été considérées comme absolues, certainement vraies, et qui, aujourd'hui, au moins pour les trois premières, sont considérées comme fausses parce qu'il y a des contre-exemples. La première, c'est les masses négatives sont impossibles. Alors, en fait, donc, le premier exemple d'une solution exacte, mathématiquement exacte d'une masse négative, c'est 2014. Donc, c'est quand même, c'est pas très loin. Mais des gens extrêmement renommés comme Edward Witten ou Steve Hawking étaient persuadés que ça menait à des catastrophes. Donc, du coup, comprendre pourquoi la notion de masse négative n'est finalement pas impossible est intéressant. L'autre affirmation, mais qui est tombée depuis une vingtaine d'années, c'est la gravité répulsive est impossible. La gravité est toujours attractive. C'est quelque chose qu'on voyait dans les textbooks, dans les livres de classe ou d'université, jusqu'en 98, où là, un petit peu avant, on avait déjà des doutes avec le problème de l'âge de l'univers. Si la gravité était purement attractive, il y avait un problème avec l'âge de l'univers qui n'était pas assez vieux pour accueillir les étoiles les plus âgées en son sein. Et donc, en 98, patatras, on découvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'accélération de l'expansion, qui n'est peut-être pas tout à fait encore ça, mais qui est en tout cas un univers où il y a définitivement
de la gravité répulsive, et pas qu'un peu, parce qu'on verra que l'énergie noire représente à peu près 70% du bilan d'énergie de l'univers. L'autre chose, c'est toute violation du principe d'équivalence, qui est au cœur de la relativité générale, qui est donc tous les corps tombent exactement de la même manière dans un champ de gravitation parce que c'est simplement une propagation dans un espace-temps courbe, doit être a priori nulle ou très 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 faible, peut-être des petites corrections on sait que le spin des particules, leur mouvement de rotation interne induit des petites différences, mais qu'on peut le comprendre dans le cadre de la relativité générale où tout le monde suit en première approximation les mêmes trajectoires. Or ça, comme je vais le montrer, ça fait 25 ans que ça a été démontré, mais ça n'a pas été compris, et faux aussi. C'est-à-dire la relativité générale, dès lors qu'elle incorpore des masses négatives, va violer à 100% le principe d'équivalence. Et on va voir en quel sens. Et la dernière, qui est en débat, mais qui intéresse actuellement 3 expériences au CERN, il n'existe aucune indication d'une différence entre la matière et l'antimatière en relativité générale. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la gravité a une histoire. D'abord, c'est la première fois avec les lois de Newton qu'on arrive à prédire des choses très précises sur le devenir de l'univers. Et on a une vision de l'action de la nature qui devient quantifiable avec les lois de Newton. Et vous avez, mon ami Étienne Klein, il décrit dans un livre la façon dont on peut considérer que la Lune tombe en permanence un petit peu vers la Terre. Dans cette vision newtonienne, donc si vous aviez la trajectoire sans attraction, la Lune passerait en ligne droite au voisinage de la Terre et s'en éloignerait à l'infini. Et comme elle est attirée par la Terre, elle tombe un peu en permanence et reste sur une trajectoire juste circulaire. D'où la phrase de Paul Valéry, qui était déjà fausse à son époque. Le génie de Newton a consisté à dire que la Lune tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? La Lune reste en première approximation à distance constante de nous, et donc elle ne tombe pas parce qu'elle est à distance constante de nous, elle reste là. Mais d'un point de vue newtonien, on peut dire que c'est l'attraction permanente de la Terre sur la Lune, ou de leur attraction réciproque, ce qui serait plus exact, qui fait en sorte que la Lune reste à distance constante de la Terre. Et donc vous voyez la complet renversement de situation. Il fallait le génie d'Einstein, et ça c'était une ironie de John Wheeler qui connaissait la phrase fausse de Paul Valéry, pour remarquer que la Lune ne tombe pas alors que tout le monde voit bien qu'elle tombe. Ce qui veut dire que dans la vision d'Einstein, dont on va reparler par la suite, l'espace-temps est courbé par la matière-énergie qui est présente à l'intérieur de l'univers. Et donc, dans cet espace-temps courbe, les particules vont au plus court, on est tenté de dire, mais en fait, c'est au plus long dans l'espace-temps. Il prend le chemin le plus long dans l'espace-temps. Et elle ne tombe pas dans le sens qu'elle va toujours tout droit dans un espace-temps courbe. Donc, complet renversement de perspective. Et donc là, on va passer au principe d'équivalence dont j'ai parlé il y a un instant. Tous les corps tombent de la même façon dans un champ de gravitation, ce qui semble imparable. Il y avait même un raisonnement de Galilée sur les corps lourds et les corps légers qui paraissait tout à fait imparable. Et on va voir que ce n'est probablement pas vrai. Alors donc ça, c'est la représentation de la Terre autour du Soleil qui en fait... Elle a l'air d'aller sur une trajectoire circulaire. Le temps se déroule vers l'arrière de la figure. Mais en fait, si l'espace-temps est courbe, la Terre, à une échelle de 1 année-lumière par année, se déplace dans un espace qui a des toutes petites variations de courbure, toutes petites influences de courbure, et va en fait donc en ligne droite. La relativité générale, je passe rapidement, est en fait très très bien vérifiée.
tout le monde a en tête que, alors les rayons lumineux, c'est pas hyper précis, mais parce que c'est un test très difficile, mais les ondes radio, par exemple, sont maintenant prévues en accord avec la relativité générale au niveau du pourcent ou mieux. Et il y a tout un tas de tests qui sont très très forts. Les ondes gravitationnelles, alors il faut que je clique quelque part, voilà. Donc, qui ont été observés fin 2015 et annoncés en février 2016. Donc, ce premier événement qui a été observé par LIGO et que vous voyez, on peut le repasser éventuellement. Donc, c'est deux corps qui, là, en fait, étaient des trous noirs d'une masse d'environ 30 masses solaires. Et comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Se rapproche petit à petit, comme vous le voyez dans la figure du bas, où on voit petit à petit spirale de plus en plus, et à la fin, ils vont coalescer, c'est-à-dire se rassembler en un seul corps massif. À peu près là, il y a quand même 5 ou 6 masses solaires qui passent dans cette fraction de seconde à l'intérieur dissipées dans l'univers. Et donc, en France et en Italie, on est arrivé un petit peu après, des difficultés de financement. J'étais le directeur scientifique à l'époque, je m'occupe encore de ces infrastructures. Mais deux événements ont déjà été observés en coïncidence avec LIGO et Virgo, et un événement assez extraordinaire où il y a deux étoiles à neutrons. Donc la relativité générale d'Einstein prédit très précisément les formes des événements que vous voyez là. Donc ça, c'est des événements qui ont déjà été détectés. Et il y a un troisième prise de données qu'on appelle O3 qui est en préparation, et ça a l'air d'assez bien se passer dans le sens qu'on devrait avoir plusieurs dizaines d'événements par prise de données, donc une accélération assez forte, et notamment au niveau franco-italien, il y a une très belle progression, même s'il y a encore des bruits parasites, c'est beaucoup, beaucoup plus précis qu'avant. Voilà. Donc derrière ça, il y a des programmes pour vérifier la relativité d'Einstein avec Einstein Telescope, dont je ne parle pas, mais qui est à peu près 3 fois plus grand ou 4 fois plus grand en dimension pour les bras, des bras de 10 km par rapport à des bras de 3 ou 4 km. Et à l'horizon 2032-2034, LISA dans l'espace, qui est une grande mission européenne, peut-être avec une aide de la NASA. Et là, ça fera un triangle dans l'espace avec des millions de kilomètres de séparation. Pas question de recirculer le laser, mais par contre, on peut regarder les différences de phase d'un laser et les déformations de l'espace sur des millions de kilomètres. Et là, je vais passer donc à quelque chose qui a l'air d'être donc à la fois très bien vérifié dans la relativité générale, dans le sens que la coalescence de trous noirs est désormais observée et a l'air de correspondre tout à fait avec les prédictions de la relativité générale. Mais en fait, il y a derrière cette notion de trou noir des analogies avec la physique des particules qui vont nous guider vers éventuellement quelque chose qui pourrait être une solution permettant d'expliquer le caractère très bizarre de la cosmologie actuelle. Donc cette notion de trou noir remonte assez loin, comme vous voyez, John Mitchell et Pierre-Simon de Laplace à peu près à la même époque, connaissant ou ayant une bonne idée de la vitesse de la lumière, à peu près 300 000 km par seconde, font un petit calcul en disant, mais à la fin, si le corps est suffisamment massif, il va piéger même la lumière, donc il va être noir. Alors derrière cette notion-là, quand arrive en 1911 la relativité générale d'Einstein, il y a assez rapidement, avec Karl Schwarzschild, on découvre les solutions trous noirs très particulières, c'est-à-dire les trous noirs qui n'ont pas de rotation à symétrie sphérique, donc sans charge et sans mouvement de rotation.
même cette solution très simple, la symétrie sphérique, qui en gros donc a une seule coordonnée, une sorte de distance au centre, même si la notion est impropre, et il faut attendre les années 60 pour qu'on comprenne bien la notion de horizon d'événements, qu'est-ce qui fait que il y a une zone inconnue de l'espace-temps qui est dissimulée par le trou noir, et comment se comporte l'espace-temps au voisinage de ces trous noirs. Point très important, au début des années 1960, Brandon Carter, qui était à l'époque à Cambridge et qui ensuite a rejoint l'Observatoire de Paris à Meudon, remarque que les trous noirs en rotation et chargés ne ressemblent pas du tout aux trous noirs à symétrie sphérique. Il est autant un trou noir à symétrie sphérique, si vous tombez dedans, vous ne pouvez pas faire autrement que tomber sur la singularité, la zone de densité infinie qui va vous écrabouiller. Autant pour des trous noirs en rotation et chargés, on va avoir quelque chose qui est différent, qui est que on ne peut pas atteindre la singularité, on est toujours éjecté quelque part à la fin, et cette singularité est annulaire. Elle est sur un anneau infiniment fin, donc à nouveau il y a un problème de divergence, le champ de gravité devient infini sur cet anneau, mais par contre on peut se demander ce qui se passe si on passe à l'intérieur de l'anneau, c'est-à-dire donc comme un anneau de fiançailles ou de mariage. Il y a l'anneau lui-même, et puis l'intérieur de l'anneau, c'est une sorte de petite porte. Eh bien, en fait, on s'aperçoit en étudiant la géométrie, c'est ce qu'avait fait Brandon Carter, qu'on a accès à un deuxième espace. Et chose étonnante, c'est-à-dire que le premier trou noir qui était masse positive dans le premier espace, si on passe à l'intérieur de l'anneau, eh bien, on découvre une masse négative, et de la même façon, si sa charge était, mettons, négative, comme un électron au départ, sa charge va être devenue positive, elle va avoir changé de signe. Si elle était positive, elle va devenir négative. Et donc, ça ressemble beaucoup dans l'esprit d'un physicien des particules, que n'était pas Brandon Carter, mais j'ai discuté plusieurs fois avec lui. Ça ressemble beaucoup à la symétrie matière-antimatière, parce que l'antimatière donc, est le pendant de la matière qui s'annihile avec elle, mais qui a les mêmes propriétés globales, masse, charge, moment cinétique en valeur absolue. Moment magnétique, en fait, la combinaison de moment cinétique et de charge. Et donc, on a quelque chose qui est différent maintenant, qui ressemble à une transformation qui fait qu'un trou noir n'est pas juste une masse positive singulière, mais elle est aussi, quelque part, un ensemble, et c'est là qu'on va retrouver l'antimatière, masse plus, masse moins, charge moins, charge plus, par exemple. Il y a les deux transformations ensemble. Autre élément qui est très très important, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a conçu la gravitation comme quelque chose d'exact, de mécanique par excellence. On pouvait prédire de façon infinie, avec une précision infinie, le mouvement des corps dans l'espace céleste. Or, au début des années 1970, des gens comme Stephen Hawking, Brandon Carter le même et John Bardeen découvrent que les trous noirs, en fait, ressemblent beaucoup ont l'air d'avoir des lois qui ressemblent à la thermodynamique. Mais thermodynamique, la dynamique de la chaleur, comment est-ce possible alors qu'on parle de trous noirs? Et c'est Jacob Bekenstein, qu'on retrouvera avec la matière noire et la gravité modifiée après, qui dit, mais en fait, ça n'est pas simplement une analogie, c'est une identité. Il doit y avoir une notion d'entropie avec les trous noirs. Et s'il y a une notion d'entropie, lui dit Hawking, mais c'est évidemment pas possible parce que entropie veut dire chaleur, rayonnement, et on sait bien qu'un trou noir ne rayonne pas. Patatras, à nouveau, on est toujours surpris par la gravitation. 2 ans plus tard, c'est Hawking qui doit manger son chapeau, mais qui en fait, ça sera son résultat le plus connu dans sa carrière, qui démontre qu'effectivement Bekenstein avait raison et que les trous noirs rayonnent.
Cette représentation que l'on peut avoir, c'est, dans la thermodynamique des trous noirs, une règle simple, mais qui est extrêmement crue, disons, c'est de se dire que quand on a une zone qui devient inconnue de l'espace-temps, parce qu'elle est cachée derrière un horizon, si on la pave avec des surfaces de Planck, qui est la longueur de Planck au carré, donc 10 puissance moins 70 mètres carrés, totalement invisible au niveau microscopique, si on compte le nombre de pavés qu'il y a sur cette surface, on a l'entropie, et donc, physiquement parlant, on a le nombre de photons, de grains de lumière ou de rayonnement infrarouge qui va sortir pendant toute la durée de vie du trou noir, pendant son évaporation. Donc cette notion-là est arrivée graduellement. Ce résultat que je cite de la correspondance entre l'entropie et le nombre de photons, il date des débuts des années 80 par Wojciech Turek de Los Alamos. Et donc cette compréhension du caractère inattendu des trous noirs se construit graduellement. À la fin des années 80, au milieu des années 80, un autre élément très important est dû à Carl Sagan, le vulgarisateur connu maintenant décédé depuis plusieurs années, qui commençait à réfléchir au scénario de Contact, ce film avec Judy Foster où il y a un contact entre deux civilisations et l'autre est quand même à quelques années-lumière. Et donc, la question que pose Carl Sagan à Kip Thorne, c'est les lois de la physique autorisent-elles les portes dans l'espace-temps, communes dans la science-fiction, qui permettent de passer instantanément, en tout cas pour le voyageur qui traverse la porte, d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, lui, il a l'impression d'un temps nul, et il arrive très très loin, mettons sur Sirius ou Vega, avec plusieurs années-lumière de distance. Et donc, il y a une réflexion importante qui se commence à ce moment-là. Et assez rapidement, Kip Thorne arrive à la conclusion que, au sens strict, ça n'est pas interdit par la relativité générale, simplement parce que, comme vous le voyez là, on décrit une géométrie. Et dès que l'on décrit une géométrie, la relativité générale établit un lien entre géométrie, G mu nu, le tenseur qui décrit la géométrie de l'espace, et l'énergie impulsion, T mu nu, ce sont les équations d'Einstein. Dès que l'on a donc la géométrie, on doit avoir aussi l'énergie impulsion. Alors, évidemment, il y a there is a catch, comme disent les anglo-saxons, c'est qu'on doit violer la positivité de l'énergie. Interdit à l'époque, donc circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de trou de verre. L'autre élément qui est important et qui est une contradiction avec l'intuition habituelle, c'est que de toute façon, les trous de verre sont interdits. C'était la vision de Stephen Hawking, par exemple, même s'il proposait des tests de cette idée sur les voyageurs dans le temps. Il y avait un rendez-vous qui était donné à tous les voyageurs dans le temps pour voir s'il arrivait des gens à un endroit. Et donc, est-ce qu'on pouvait comme ça rassembler les voyageurs dans le temps qui autrement pourraient passer inaperçus. Donc, on a l'impression que dès lors qu'il y a un trou de verre qui autorise le voyage, on peut démontrer assez facilement que ça autorise le voyage vers le futur ou vers le passé, indifféremment. Et en tournant, en utilisant la porte plusieurs fois, on peut aller un peu où on veut dans l'espace-temps avec un trou de verre. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir toujours des paradoxes à cause de ces trous de verre? Et la réponse, alors, on peut se dire, il y a le paradoxe du grand-père, c'est-à-dire si j'ai un moyen d'aller dans le passé, je remonte suffisamment en arrière et je vais tuer mon grand-père. Comme dit Kip Thorne, pourquoi on ne tue pas son père ou sa mère? Ça doit être interdit par la loi. Mais on tue toujours son grand-père, et donc son grand-père n'ayant pas d'enfant, on ne peut pas tuer son grand-père parce qu'on n'est pas né derrière. Donc ça, c'est le paradoxe du grand-père. Et donnant un caractère plus précis à ce paradoxe, Joseph Polchinski, qui est un très grand théoricien américain qui est décédé maintenant d'un cancer il y a quelques années,
pose le paradoxe suivant, c'est-à-dire une boule de billard, donc elle est seule en jeu avec le trou de verre, elle pénètre dans le trou de verre et elle ressort 30 secondes avant d'y être rentrée, c'est un trou de verre, hein. Ça peut toujours être résumé à ça. Le simple fait que vous ayez plus vite que la vitesse de la lumière d'un point à un autre vous permet toujours d'aller remonter dans le temps quand vous traversez la porte dans le bon sens. Bon, je ne le démontre pas ici. Et donc, elle va ressortir, on va viser le trou de verre pour que la balle s'empêche de rentrer elle-même. Donc, paradoxe pur. Hein, puisque les grands-pères, c'est compliqué à prédire le comportement. Mais par contre, les boules de billard, c'est plus simple. Et en fait, donc, il amène ça à Kip Thorne, qui était en train d'étudier les trous de verre à la demande de Carl Sagan. Et il lui dit, alors là, tu as trouvé ton paradoxe, tu t'en tireras jamais. Et en fait, si, c'est-à-dire non seulement il existe une solution, cette solution qu'avait mis en évidence Polchinski est un paradoxe, dans le sens qu'elle empêche la boule de rentrer elle-même, mais par contre, il existe une infinité d'autres solutions qui sont compatibles avec les conditions initiales, c'est-à-dire la boule qui vise le trou de la façon dont on voulait le viser. Et en particulier, elles peuvent se rencontrer elles-mêmes une fois, deux fois, trois fois et une fois, et donc quelque part créer des particules, ce qui à nouveau, extraire des particules du vide, un faux vide ici parce qu'il y a un trou de verre, ressemble à nouveau à la physique des particules. Donc maintenant, je vais parler dans la dernière partie de mon exposé, pendant les 20 minutes qui restent, de la gravité répulsive dans l'univers, parce que donc Kip Thorne avait vu que les trous de verre nécessitaient une violation de la positivité de l'énergie ou de la positivité de la masse, et puis tout le monde considérait à l'époque, dans les fin des années 80, que c'était impossible. Et donc, comme je l'ai dit, le modèle standard, comme l'a fait allusion aussi Alain tout à l'heure, le modèle standard de la cosmologie a une composition tout à fait bizarre. Les chiffres peuvent varier, hein, si c'est 70, 72, 73%, mais en tout cas, il y a à peu près 4 à 5% de gaz et de matière vraiment visibles, étoiles, planètes. Le gaz est plus difficile à voir parce qu'il est généralement sous forme de plasma ou de gaz atomique, sous forme atomique, et deux composantes mystérieuses, la matière noire et l'énergie noire. Alors comment fait-on? J'ai passé à peu près 20 ans de ma vie à chercher la matière noire avant de renoncer ou de passer à autre chose, avec l'expérience Edelweiss. Il y a plusieurs indications qu'il manque beaucoup de matière dans l'univers par rapport à la matière dite nucléaire standard, avec des protons et des neutrons. En particulier dans les galaxies, il semble y avoir typiquement 85 à 90% de matière manquante dans quasiment toutes les galaxies. Ce n'est pas juste une ou deux galaxies, c'est vraiment, quand on regarde les mouvements de satellisation par rapport à ce qu'on pouvait attendre, la courbe jaune pointillée, quand on regarde juste la matière visible, il y a une énorme différence qui a l'air d'être due à un grand manque de matière qui s'étend juste à la limite, même et probablement au-delà de la limite de la matière visible, parce que quand ça devient vraiment trop ténu, on ne voit plus, on ne peut plus faire de mesure. La gravité répulsive. Donc cette notion d'énergie noire. Donc jusque-là, en disant, bon, tout le monde allait à peu près dans le même sens, dans le sens que, bon, il y avait beaucoup de matière cachée, mais c'était un univers au sens d'Einstein, ce qu'on appelle l'univers d'Einstein de Sitter, qui était de densité critique, parce que sinon, soit il dégage à toute vitesse, et il est trop léger, soit il se réfondre à toute vitesse en une fraction de seconde. Donc tout le monde pensait que c'était un univers juste à la frontière, densité critique, Einstein de Sitter. Or, patatras à nouveau, donc comme je l'ai dit, les supernovae permettent, quand on cherche à voir la géométrie de l'univers, il faut utiliser des chandelles standards, comme vous pouvez l'imaginer, non pas des petites ampoules de 100 watts, mais des objets extrêmement lumineux, et on va apprendre ce que l'on voit aussi dans les événements
d'ondes gravitationnelles, où il y a, en fait, il faut garder en tête qu'à peu près une étoile sur deux fait partie d'un système binaire. Ça me paraît exotique comme ça, parce qu'on a un Soleil unique, mais... Et donc, si je repasse l'animation, il se peut, et c'est une idée de chandelle qui va justifier la notion de chandelle standard, une étoile à neutrons avec une étoile normale à côté, et à un moment donné, donc la matière bave de l'étoile ordinaire, parce qu'elle a tendance à baver par évaporation, et puis l'étoile à neutrons n'en peut plus de supporter son propre poids qui augmente et devient une supernovae. Et ça se passe à peu près toujours à la même période, ce qui fait que c'est une chandelle relativement standard, à une vingtaine de % près. Et donc, à la fin des années 98, vous voyez des titres que j'ai pris, Adventure in Antigravity par Adam Riess, c'est le prix Nobel, ou Cosmological Antigravity par Lawrence Krauss, professeur qui était à l'époque à Yale. Donc, les gens parlent d'antigravité, se remettent à parler de gravité répulsive, et sans savoir du tout à quoi correspond cette gravité. Et donc là, le modèle standard, qui a l'avantage de bien marcher, mais qui est une pure description de la composition de l'univers, c'est quelque chose qui part par un Big Bang, parce qu'on ne peut pas l'éviter d'après les théorèmes de Penrose et de Hawking, mais pour que l'univers soit aussi homogène à quelques 10-5 près, à quelques 100 millièmes près, tel qu'on le voit aujourd'hui, il faut à ce moment-là, assez rapidement, en tout cas c'était la seule hypothèse que l'on avait trouvée à l'époque, une phase d'inflation, c'est-à-dire déjà de gravité répulsive, extrêmement proche du début, à 10 puissance moins 35 secondes. Il faut en ressortir très très vite parce que sinon l'univers est complètement vide. Et à ce moment-là, donc, on a cette histoire assez invraisemblable de phase de décélération extrêmement violente, accélération extrêmement violente, redécélération extrêmement violente, et puis durant quand même pendant quelques milliards d'années, petit à petit au fur et à mesure que l'univers décélère. Et maintenant, on repasserait dans une nouvelle phase d'accélération, avec l'énergie noire qui devient dominante, parce qu'elle représente à peu près 70%. Je ne sais pas si vous croyez à ce scénario, mais personnellement, je n'y crois pas. Et donc, petit à petit, s'est fait l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose qui soit lié à l'antimatière. Alors, cette théorie-là reste très marginale pour le moment dans l'esprit des gens, mais je pense qu'elle gagne petit à petit. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a 3 expériences au CERN qui luttent d'arrache-pied pour y arriver. Ils ont encore, avant l'arrêt du CERN de 2 ans et demi, encore 9 jours pour y parvenir, parce qu'après le CERN va s'arrêter. Mais en tout cas, ces 3 expériences, soit dès maintenant, soit en 2021, ont toutes les chances d'arriver à pouvoir tester l'action de la gravité sur l'antimatière. Alors, la cosmologie standard vous dit que l'antimatière a disparu, mais qu'il en est resté 1 milliardième. Et alors, pourquoi 1 milliardième? Et est-ce que ce n'est pas bizarre, ce milliardième? Donc là, je reviens un instant sur l'histoire de l'antimatière. La première... Avant Einstein, Maxwell avait trouvé le formalisme relativiste, qui avait en soi la relativité à l'intérieur, même si on ne le comprenait pas encore à l'époque, parce qu'il y a les champs électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse c. Einstein arrive et met de l'ordre à ça avec les transformations de Lorentz qui étaient déjà dans l'air, et puis Schrödinger met la mécanique quantique. Et en fait, juste un peu après, arrive Dirac, 3 ans après Schrödinger, l'équation de Schrödinger de la mécanique quantique, et il dit, mais si je combine la mécanique quantique et la relativité, je vais avoir quelque chose de très très bizarre.
2 solutions à chaque fois que j'en ai une, j'en peux en construire une deuxième. Si la première était de masse et d'énergie positive, la deuxième va avoir une masse et une énergie négative. Si elle avait une charge plus E, elle va avoir une charge moins E, et si elle avait une charge moins E, elle va avoir une charge plus E. Donc il y a des renversements du signe de la masse, de l'énergie et de la charge qui arrivent avec cette équation de Dirac qui combine la relativité et la mécanique quantique. Et donc, Dirac, au début, est ridiculisé, notamment en France, au Collège de France, où il vient exposer sa théorie, parce qu'on lui dit « mais c'est complètement stupide, cette notion d'énergie et de masse négative ». Et en fait, il a de la chance, c'est-à-dire que Anderson, l'électron et le positron, c'est quand même de faible masse, et dans les rayons cosmiques, il y en a plein, et donc l'année suivante, Anderson détecte de façon imprécise, mais détectera ce qui sera fait de plus en plus précis, des électrons du mauvais signe qui se ralentissent dans le mauvais sens avec la mauvaise charge, donc des anti-électrons qui s'annihilent d'ailleurs avec eux en produisant 2 ou quelquefois 3 photons. Donc débute l'idée de l'antimatière. L'étude de l'antimatière. Alors, après, les gens, évidemment, une fois qu'on a vu l'existence de l'antimatière, on s'est dit, mais, pourquoi notre environnement ne contient-il que de la matière? Ça, c'est assez facile de répondre. C'est-à-dire que s'il y avait de l'antimatière, notre environnement serait hyper violent. 1 gramme d'antimatière rase une bonne partie de Paris. Donc il vaut mieux éviter d'avoir de l'antimatière autour de soi. Et on est dans un endroit calme, donc il n'y a pas d'antimatière. Oui, mais pourquoi l'antimatière a-t-elle disparu? Et donc les gens ont commencé à étudier les contraintes cosmologiques qui viennent du fait qu'on pourrait avoir des poches d'antimatière dans notre univers. L'étude a été faite à 2 reprises, en fait plusieurs reprises, parce qu'il y a eu aussi, comme je signale là, les modèles de nucléosynthèse. Dans les années 60, par Roland Omnes, et vous aviez un peu avant moi une conférence par Jean-Loup Puget, qui vient d'avoir plusieurs prix sur le fond du flux cosmologique, mais qui était un étudiant de Roland Omnes et qui a étudié ça dans les années 60, puis repris par un groupe américain avec le prix Nobel Sheldon Glashow dans les années 90. Leur conclusion à chaque fois, c'est que ce n'est pas possible d'avoir des grandes quantités d'antimatière, et encore moins un univers symétrique, parce qu'on devrait voir un rayonnement d'annihilation matière-antimatière. Oui, sauf si, en fait, la gravitation sépare d'une certaine façon, en principe c'est interdit avec le principe d'équivalence, la matière et antimatière. Alors là, on revient un petit cran en arrière dans les années 50, où en fait Hermann Bondi, qui était un mathématicien, un physicien mathématicien, avait montré qu'on pouvait construire des solutions de masse négative, même si probablement elles étaient instables. Les gens n'aimaient pas ça. Elles ont des propriétés bizarres. Les masses positives, vous connaissez, elles s'attirent. Les 2 masses négatives, elles se repoussent. Et une masse négative et une masse positive, elles se poursuivent l'une l'autre. On peut dire, mais ça, c'est la preuve que c'est complètement stupide. Or, en fait, on sait construire des solutions avec que des masses positives qui se comportent comme ça. Donc, quelque part, ce mouvement de Runaway, qu'on voit encore dans la littérature comme étant stupide, et il existe dans la nature. Si on regarde maintenant à l'historique de la développement de cette idée de masse négative, dans les années 50, donc instabilité, comme je l'ai dit avec Hermann Bondi, qui pourtant avait construit des solutions exactes de masse négative, arrivent des sommités de physique mathématique comme Edward Witten, les gens que je cite là, Richard Schoen. Et donc les gens ont en tête que c'est vraiment impossible. Quand je commençais à parler de ça dans la fin des années 80, les gens voulaient circuler, c'est pas possible. Les théorèmes de positivité de l'énergie sont complètement excluent complètement ces masses, ces énergies négatives. Sauf que déjà dans les années 60, comme je l'ai montré, Brandon Carter avait montré que les trous noirs avaient l'air d'être des ensembles plus M, moins M, énergie positive et énergie négative, peut-être pas visibles au niveau macroscopique, mais présents quelque part dans la nature. Et en 98, donc,
découverte de 70% de contenu répulsif pour l'univers, ce qui est quand même pas rien. En parallèle, il y a un physicien australien qui a joué un très grand rôle pour démontrer petit à petit tout ce qu'il y avait de faux dans les théorèmes d'impossibilité. Et en 2014, comme je l'ai cité tout à l'heure, première mise en évidence d'une solution de masse négative complètement respectable. La seule modification par rapport au théorème de Witten, c'est qu'on place cette solution de masse négative dans un univers comme le nôtre qui est en expansion. Et dès lors qu'il est en expansion, mais vous savez peut-être que pour découvrir que notre univers est en expansion, il faut quand même aller assez loin. Il faut aller à quelques centaines de millions d'années-lumière pour vraiment voir l'expansion de l'univers. Voilà. Donc, en fait, c'est très très compliqué de savoir si on est ou pas dans un univers en expansion, et donc une masse négative est tout à fait acceptable sans qu'on voit du tout d'instabilité grave. L'antigravité, on sait avoir des choses qui remontent dans un champ de gravitation. On en voit des exemples. Je cite quelques exemples. La bulle électron dans de l'hélium superfluide. Vous mettez un électron, il fait le vide autour de lui à cause des effets de polarisation. Il fait une petite bulle de vide. Et donc, cette bulle de vide remonte avec une accélération 2g. Et non pas plus g, mais 2 fois g. Parce que le système symétrique, la bulle électron, mais avec de l'hélium autour, reste immobile. Donc on voit quelque part une sorte de symétrie qui est qu'il y a une différence plus g moins g quand on va avoir ces notions de masse négative. Dans un solide, comme un silicium ou un germanium, un semi-conducteur, on a la notion d'électron et de trou. Un trou, c'est un manque d'électrons, un peu plus léger que le milieu ambiant. Et donc ces trous qui sont un manque d'électrons. C'est comme dans un jeu de tic-tac-toe. Si vous poussez une pièce, le trou va dans l'autre sens. Et bien là, le trou antigravite et il n'y a rien d'étonnant à ça. Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose en gravitation? Je passe, pour des raisons de temps, le raisonnement de Galilée, qui était que tous les corps, pour des raisons de cohérence, devaient tomber de façon identique, parce que ce raisonnement va être faux dès lors que l'on a des masses négatives. Pourquoi? Alors, à gauche de la figure, une masse négative au sens de Bondi, au sens de la relativité générale, la force qui s'exerce vers elle est vers le haut, parce que sa masse est négative, mais elle tombe toujours, comme les autres, avec petit g vers le bas, 9,8 mètres par seconde carré, ici. Et si, par contre, je prends un système qui relie entre elles une masse positive et une masse négative, faites le bilan des forces, vous verrez que la force totale sur le système est nulle, et donc vous pouvez garder ce système lévitant, et la masse négative essaye de tirer un peu vers le haut, alors que la masse positive essaye de tirer un peu vers le bas, donc c'est-à-dire qu'elle se polarise avec 2 fois g, 2 mg. Ça tire dessus avec... Et ça, c'est complètement... C'est Richard Price, un grand relativiste américain qui a découvert ça il y a 25 ans. Et c'est une totale surprise. C'est complètement contraire à l'intuition. Dès lors que l'on a des masses négatives, on a de l'antigravité, dans le sens que la masse négative essaye d'aller vers le haut, alors que si on la libère... Mais ce qui n'est jamais possible dans le vide, parce que le vide habille toujours les particules, si on la libère, elle va essayer, si on était capable de ne pas la mettre dans le milieu vide, elle tomberait. Mais dès lors qu'elle a autour d'elle des masses positives et des masses négatives, elle essaye de remonter. Elle se polarise et donc on va avoir le mécanisme de l'antigravité. En fait, dès les années 90, dans les structures, les gens vont arriver à regarder des zones comme des masses négatives, les zones moins denses. Et c'est là qu'on va reformuler le principe d'équivalence pour garder l'esprit d'Einstein, mais avec 2 types de masses quelque part. C'est-à-dire une zone moins dense en structure, là je le repasse... un instant, vous voyez que la zone moins dense va pousser sur l'extérieur, ce qui est complètement aussi contraire à l'intuition, et elle va créer une sorte de vide plus grand qu'avant,
alors qu'on a l'habitude, avec les masses positives, de voir un effondrement vers l'intérieur. Là, c'est une expansion vers l'extérieur. Si je le montre avec deux masses, vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui va faire disparaître la matière entre les deux bulles, qui vont faire une grosse bulle, et qui repousse, et vous voyez qu'il y a une accumulation de matière au bord des bulles, qui deviennent de plus en plus vides. Or, cette chose-là se voit dans notre univers, avec par exemple le Sloan Digital Sky Survey. On voit assez bien, et on le voit encore mieux là, qu'il y a des grumeaux. Et la cosmologie standard est bien en peine d'expliquer exactement pourquoi il y a ces grumeaux, et justement à l'endroit où l'on a ce que l'on appelle les oscillations baryoniques acoustiques, c'est-à-dire le reste, en principe, dans le modèle standard, de ce qui était au départ de l'univers. Pourquoi diable? Ça se trouve à l'endroit où l'on voit les grumeaux que l'on voit bien là par projection. On voit que tous les 50 à 100 millions d'années-lumière, il y a clairement des accumulations assez nettes de matière dans cette enquête, ce survey qui regroupe maintenant des millions de galaxies. Voilà. Donc l'univers de Dirac-Milne que j'ai proposé, c'est un univers matière-antimatière et qui devient possible dès lors que, comme dans un semi-conducteur, donc là, ce n'est pas quelque chose que l'on imagine complètement dans le sens que ça existe dans la nature, les systèmes avec l'antigravité. Le système électron-trou, c'est le système, c'est pour ça que je l'ai appelé Dirac-Milne, en hommage à Dirac. Milne, c'est un univers vide où il y a en fait donc autant de masse plus que de masse moins, autant de masse positive que de masse négative, et donc à grande distance, il a l'air d'être vide gravitationnellement, mais en fait, il n'est pas du tout vide, évidemment, parce qu'il y a autant d'un côté de matière, mais qui se concentre dans des toutes petites zones. Une galaxie, c'est 1 million de fois plus dense que le reste de l'univers, et d'immenses zones de gaz froid d'antimatière, que l'on voit très rarement interagir avec la matière, sauf une fois de temps en temps quand il y a un jet qui sort d'un quasar et qui va pénétrer dedans. Je n'ai pas le temps parce que j'arrive à la fin de mon exposé, de vous dire en quel point ça ressemble à l'univers, mais regardez par exemple les distances de luminosité des supernovae, leur luminosité vue en fonction de la distance ou du redshift, le décalage vers le rouge, entre l'univers de Dirac-Milne, qui est la courbe en pointillé, et l'univers standard actuel. C'est essentiellement indistinguable. L'âge, pareil, 14 milliards d'années-lumière, 14 milliards d'années, etc. Il y a plein de tests qui vont dans ce sens-là. Et donc, les tests, pour finir cet exposé, c'est 3 expériences au CERN. Ça, c'est vraiment quelque chose, voir si dans un champ de gravitation, il faut nécessairement séparer matière et antimatière. Donc, c'est un test crucial de la théorie. On met des atomes d'antimatière, d'antihydrogène. Et il y a 3 expériences, là, donc Aegis, GBAR, dont je suis co-signataire, et AlphaG, qui avait fait la première mesure, mais à un facteur à peu près 100 de l'antigravité en 2013, et qui recommence avec ça c'est Aegis. Je n'ai pas le temps de décrire les 3 techniques différentes. Et ça, donc, c'est AlphaG, qui avait dans son expérience de 2013 un tube horizontal, et donc maintenant il le met vertical et beaucoup plus gros. Et ce sont les seuls à avoir encore une chance d'y arriver avant l'arrêt du CERN le 10 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà, conclusion. Je pense vous avoir montré que la gravitation est un domaine de recherche très actif. Est-ce que la cosmologie est de précision? Elle fait certainement des mesures qui sont précises. Après, est-ce que l'interprétation est la bonne? Vous voyez qu'il y a des différences énormes entre l'interprétation du modèle cosmologique standard et ce modèle, par exemple, qui a essentiellement les mêmes prédictions. Donc, il y a des très, très grosses différences de prédictions sur le contenu de ce qu'est l'univers. L'énergie noire et la matière noire,
qui sont censés représenter 95% de notre univers, ça n'est pas trouvé et pas compris actuellement. Donc là, on propose une interprétation qui est totalement différente et, je l'espère, assez élégante. Et donc l'antimatière, matière qui remonte le temps, qui a une masse, une énergie négative selon Dirac, pourrait jouer ce rôle de masse négative dans l'univers, avec une masse inertielle positive, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, avec un peu de chance, on pourra avoir une réponse, mais au fur et à mesure que le temps arrive, même si les gens vont être très très prudents, on va, en 2021 ou plus tard, je pense qu'on devrait avoir une très bonne réponse. Et donc, en référence, le livre qu'a cité tout à l'heure Alain, qui est paru en mars de cette année aux éditions du Pommier, qui décrit la gravitation standard aussi, hein, je pense qu'il y a des choses très intéressantes sur le principe de Mach et les ondes gravitationnelles qui sont des choses nouvelles. Et pour les gens qui sont plus orientés scientifiques, les articles de référence dans Astronomy, Astrophysics, Physical Review et Hyperfine Interactions qui discutent dans le détail et donnent beaucoup de références sur ce que j'ai indiqué ici. Merci.